Amis cartésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal en ce samedi 18 mars 2023. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Journée portes ouvertes à la maternité Francis-Sautier. Confection de produits cosmétiques naturels à la médiathèque. Ouverture de la pêche à la truite pour la société de pêche La Sirène. Réunion pour prévenir les riverains de travaux qui se feront rue des Hurets. Journée de commémoration afin de rendre hommage aux victimes du terrorisme. Le conseil d'agglomération s'est tenu à Neuvilly. Et enfin, nous clôturerons ce journal avec les archives de Beffroi Vision, le repas annuel du club de basket. La maternité Francis-Sautier a organisé une journée portes ouvertes. Au programme, visite de la maternité, mais également des activités purement médicales, ainsi que de nombreux ateliers comme l'initiation au portage avec écharpe pour nouveau-nés et bébés. Médecins, sages-femmes et personnel de santé étaient présents pour vous faire découvrir la maternité cartésienne qui a vu naître 403 bébés en 2022. Je laisse tout de suite la parole au docteur Falmata. Nous organisons donc ce jour une journée porte ouverte de la maternité pour pouvoir communiquer sur toutes les activités qu'elle effectue, en plus de l'activité purement médicale. Nous avons donc ainsi, comme mes collègues l'ont présenté, différents ateliers, dont l'atelier de portage, l'atelier bain bébé, l'atelier massage, et puis une équipe du CAMS qui vient présenter aussi ses activités. Je pense que vous avez pu interroger l'une d'elles. Donc en 2022, nous avons eu 403 naissances, dont 193 filles et 210 garçons, avec 2 naissances de jumeaux, c'est ça? Ouais, voilà. Je dirais que toutes les activités paramédicales, on peut l'exprimer ainsi, que nous réalisons ici, aident à mieux accompagner nos patientes de façon à ce qu'elles ne soient pas perdues le jour de l'accouchement ou le séjour ou pendant le séjour à la maternité. C'est quoi le portage? Alors, c'est un moyen qui permet de porter son bébé avec une écharpe. Il existe plusieurs sortes d'écharpes. Il existe des porte-bébés préformés. Enfin, il existe plein de moyens de portage qui s'adaptent à nos envies, nos besoins, aussi à la morphologie du bébé, selon si c'est un nouveau-né ou s'il est un petit peu plus grand, de façon physiologique. L'écharpe que je porte là, elle s'appelle Sling. Donc c'est une écharpe avec un anneau qui se porte sur le haut de l'épaule et vous venez glisser votre bébé dedans. Donc de manière physiologique, je disais, c'est-à-dire que l'assise doit reposer sur une grosse partie du tissu. Vous venez maintenir le dos. Bébé doit être à hauteur de bisou. Les voies aériennes bien dégagées, se sentir en sécurité avec ses petits bras. Vous ajustez bien le serrage. Et vous retrouvez vos mains. Et comme ça, tout le monde est à l'aise. C'est ça. Bébé est confortable parce qu'il retrouve la chaleur qu'il connaissait, les bruits, le bruit du cœur. Il est bercé par les mouvements de sa maman également. Pour la maman, c'est hyper confortable. Et il est en position naturelle. Et ça permet on peut l'utiliser chez soi pour faire des tâches quotidiennes ou également lors des promenades, des balades. Et ça, il n'y a pas de limite d'âge. Aussi bien chez le nouveau-né jusqu'à des enfants 3-4 ans. Quoi. Oui, selon le type d'écharpe, on peut faire plein de choses. Allez, on va voir si t'es enceinte. Ouais. Hop. Enceinte de 2 mois. Tu serres encore. Sur le bas, regarde. Alors sur le bas, c'est le tissu là. Voilà, c'est ça. Encore. Ouais, parce que regarde. Là, il doit être assis dedans. Donc il ne faut pas que ce soit trop large. Hop, si c'est trop large en haut, tu desserres un petit peu. Ouais. Voilà. Tu le prends, vas-y. Essaye de l'asseoir comme ça, que tu le montes sur ton épaule. Et puis il est lourd. Non, voilà. Non, tu dois le porter. Ouais. Voilà. Et tu viens passer ta main en dessous. Et tu viens attraper ses pieds. Voilà. Et là, tu l'assois sur le tissu. Ne mets pas trop sur le côté, c'est un bébé. Ouais. Attends, l'écharpe, elle est un peu trop descendue. C'est pas grave ça.
tu l'assois sur le tissu et tu déplies qu'une épaisseur. Vraiment, qui doit monter là comme ça. Il ne doit pas y avoir de plis sous les épaules ou quoi. Alors là, sur le bas ça va, mais là tu vois que c'est bien lâche. Donc tu tires ton tissu et tu tires donc sur le haut. Il faut que tu prennes bien le bord. Et tu tires vers l'endroit où tu veux serrer. Donc, comme ça. C'est pas évident de le faire aux autres. Hein. Tire là comme ça. Voilà. Il n'est pas très bien droit, mais... Attends, sa jambe, elle me met. Ouais, mais après, un nouveau-né, il va se mettre mieux. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'il ait tout le tissu sous les fesses, vraiment assis dessus, ses fesses, elles doivent être dessus, recroquevillé sous le genou, et en fait, le tissu, il ne fait pas de plis et il monte jusqu'aux épaules. Pas plus haut, parce qu'il doit avoir les voies aériennes dégagées, ses petites mains sur le côté pour qu'il se sente rassuré, et toi, à hauteur de bisou. Ah ouais, et c'est vrai que c'est bien. Et en principe... Pour les mains. Ouais, et tu déplies bien pour que ce soit confort sur l'épaule, tu n'es pas concentré que là, et en principe, voilà. Mais un nouveau-né, il va mieux se placer qu'un poupon. Sur ce stand, on propose les différents ateliers qu'on propose à la maternité. On a la petite feuille ici qu'on donne aux mamans. On a l'atelier beurre bébé que Jennifer vient de vous montrer. On a l'atelier portage, du coup, avec Mélanie. Les besoins du nouveau-né qu'on explique pendant les ateliers. Il y a juste un petit cadre ici qui explique les besoins de bébé. Qui est mis en place. C'est ça. L'activité piscine qui est proposée par Mathilde. D'ailleurs, c'est sa fête aujourd'hui, bonne fête. Il y a ensuite la consultation d'hypnose. Ça, c'est bien pour les mamans qui sont stressées pendant la grossesse, qui appréhendent tout ce qui est accouchement, tout ça. Et les consultations d'acupuncture, pareil, qui permet de mettre des aiguilles sur des points, qui permet de soulager les maux de grossesse. C'est ça. Et le yoga avec Bénédicte, le yoga pour détendre aussi maman, pour c'est histoire de se relaxer. Se préparer à la naissance. Voilà, parce qu'une grossesse c'est assez stressant quand même. Hein. Et pour les papas, ils peuvent participer au bain bébé, ils peuvent participer au cours de préparation, au portage. Les papas sont bienvenus. On arrive toujours à leur trouver du boulot, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a un atelier pour l'allaitement avec Bénédicte aussi. L'allaitement, on montre les différentes positions, parce qu'il y a des positions adaptées pour éviter tout ce qui est crevasse et puis pour avoir une bonne montée de lait. Donc ça, c'est pareil, on peut compter sur nous. Donc du coup, lors de ces portes ouvertes, il y a un gâteau de couche qui a été créé par les équipes de la maternité, gratuitement, donc c'est une tombola gratuite. Et les mamans qui sont enceintes peuvent s'inscrire et à la fin de la journée, nous allons tirer au sort et elles pourront remporter ce magnifique gâteau de couche. On fait aussi, lors de cette porte ouverte, la visite d'une chambre. Donc si vous voulez, on peut aller la voir. Alors moi je m'appelle Mathilde, je suis une des sages-femmes de la maternité et donc ici vous pouvez voir une chambre de notre maternité, donc une chambre simple. Toutes nos chambres sont simples, on n'en a que 2 qui sont doubles. Dans chaque chambre vous allez avoir votre salle de bain. Vous avez également de quoi faire les soins pour bébé. Donc tous les soins de bébé vont se faire dans la chambre, que ce soit les bains, la pesée. On emmènera bébé seulement quand il faudra lui faire une prise de sang ou bien pour un test auditif qui est fait au 2e jour. Sinon tout se fait dans la chambre. Dans chaque chambre vous avez également un frigo, un ventilateur, la télé aussi qui est comprise avec la chambre et le papa peut dormir sur place. On lui rajoute un lit dans la chambre et comme ça il peut rester avec la maman pendant son séjour. À chaque fois il y a un fauteuil. Là ici il y a un lit qu'on appelle un lit cododo. C'est un lit donc on peut coller directement au lit de la patiente qui va servir surtout en cas d'allaitement, ce qui permettra de plus facilement pouvoir prendre bébé dans son berceau. Voilà, notre structure fait partie de l'hôpital du Cateau. Donc nous sommes le centre d'action médico-sociale précoce. Nous sommes basés à Caudry. Voilà, nous sommes un CAMS polyvalent et hospitalier, un centre de consultation et de soins pour les enfants de 0 à 6 ans qui présentent une difficulté ou susceptibles de présenter une difficulté. Voilà, donc nous avons une équipe pluridisciplinaire avec tout le personnel de rééducateurs, kinésithérapeutes, éducatrices spécialisées, psychologues, monitrices éducatrices, enfin tout le panel possible pour prendre en soin donc ces enfants de
de 0 à 6 ans. Nous avons aussi une mission d'accompagnement, c'est-à-dire à la scolarisation ou dans un centre spécialisé si le handicap est avéré. Voilà, donc nous sommes ici pour informer les parents de notre présence et puis que cette structure existe dans le Cambrésis. Voilà, parce que quelquefois, une naissance peut se passer difficilement et l'enfant peut présenter quelques difficultés. Voilà, donc nous sommes simplement ici pour informer de la structure CAMS. Voilà. De maternologie, donc on a une équipe pluridisciplinaire, donc avec un médecin, le docteur Drissy, notre psychologue, Madame Hirtoum, une infirmière, Madame Oquet, notre puéricultrice, Madame Margerin, et moi-même, psychomotricienne, donc Madame d'Octobre. On est là pour soutenir les parents du point de vue du moral autour de la naissance, donc que ce soit en anténatal jusqu'au 1 an de l'enfant, voire plus s'il y a nécessité. On travaille en consultation donc, pour les psychologues et médecins. Et puis moi, je peux aussi faire des visites à domicile pour proposer une écoute et mettre en place des petites aides parfois techniques ou un accompagnement auprès des parents dans la prise en charge de leur bébé. Et on fait aussi un atelier massage parents-bébé. Donc là, c'est les parents qui apprennent à masser leur bébé. C'est quelque chose qu'on va proposer plutôt aux alentours du 2 mois de l'enfant. Mais s'il y a besoin, on peut aussi intervenir plus tôt. Quand c'est le premier bébé, on peut être perdu, avoir besoin un peu de conseils, de guidance, d'être rassuré surtout. Et puis d'écouter. On prend aussi le temps d'écouter les parents sur ce qu'ils traversent émotionnellement et ce que leur bébé aussi traverse. Parce que l'arrivée d'un bébé dans la vie, c'est pas non plus chose évidente. Donc il faut pouvoir être là pour rassurer, écouter, accompagner. Et voilà. Donc c'est une maternité à taille humaine, on va dire, avec une équipe de sages-femmes et d'aides-soignantes très très proches des mamans et qui prennent tout leur temps pour entourer au mieux possible la nouvelle maman ainsi que le nouveau papa, qu'il ne faut pas oublier. Et j'ai grand plaisir à travailler avec elles toutes. La Journée internationale des droits de la femme a eu lieu le 8 mars dernier. Pour cette occasion, la médiathèque a organisé un atelier cosmétique. Les personnes présentes ont pu apprendre à réaliser des produits cosmétiques naturels, comme du gel hydratant, du déodorant ou encore de l'eau micellaire. Retrouvons tout de suite Claude Delcourte qui aurait bien voulu se faire un soin du visage. Donc je suis Catel, j'ai une petite entreprise qui s'appelle IDZD qui est basée à Douai. Alors la médiathèque du Cateau m'avait demandé d'intervenir pour la journée de la femme. Donc ils avaient envie de mettre en place un atelier qui soit un peu plus féminin, on va dire. Donc on a fait des cosmétiques au naturel aujourd'hui. J'étais déjà intervenue une première fois, et ça doit faire au moins 3 ans je pense. On avait fait des produits ménagers, mais aujourd'hui on était sur une thématique complètement cosmétique au naturel. Donc on a fait un gel hydratant, un déodorant au naturel bien sûr et une eau micellaire nettoyante. C'était un choix personnel au démarrage et finalement il y a quand même un engouement là ces dernières années sur un retour à des choses beaucoup plus sobres et beaucoup plus propres en termes de santé surtout. C'est des actions qui sont aussi souvent portées par les collectivités parce que y a aussi des enjeux en termes de réduction de déchets. Quand on allège un petit peu l'ensemble des produits qu'on a chez soi, qu'on fait un peu le ménage, qu'on essaye d'être plus réfléchi, plus raisonné sur qu'est-ce qu'on fait rentrer dans sa maison, souvent on élimine beaucoup de produits. Donc au niveau des déchets c'est bien aussi. Et le troisième petit levier qui va être sympa dans l'histoire, c'est le levier financier. Parce que si vous fabriquez vous-même et que vous faites rentrer moins de choses dans votre maison, financièrement vous allez le ressentir aussi. Donc c'est un petit investissement sur les cosmétiques parce qu'il faut s'équiper un tout petit peu. Il faut des petites balances, un petit peu tout ce dont
les ustensiles dont on s'est servi là aujourd'hui. Donc il y a un tout petit investissement au départ, on va dire une vingtaine d'euros peut-être sur des ustensiles un peu spécifiques. Mais si vous vous prenez au jeu et puis que vous faites vos cosmétiques régulièrement, l'investissement est très très vite amorti. Donc là, en grande majorité, les 3 produits qu'on a fait là, les bases vraiment essentielles, c'est les huiles végétales. Moi, j'aime bien vraiment travailler sur ce matériel-là parce que ça parle à tout le monde déjà. Vous n'avez pas forcément besoin de vous équiper spécifiquement parce que des huiles végétales, vous en avez dans votre cuisine. Et du moment que c'est des bons produits, des premières pressions à froid, etc., vous pouvez déjà démarrer avec ça. Et après, un des autres vraiment essentiels qu'on va retrouver systématiquement dans les cosmétiques au naturel, c'est le gel d'aloe vera. Donc on l'avait retrouvé ici sur le gel hydratant. Les huiles végétales, on les avait sur les 2 autres ateliers. Après, on peut avoir des petits ingrédients à la marge, comme on avait là pour le déo, avec du bicarbonate de soude, version cosmétique bien sûr, pas celui pour écurer. On peut avoir aussi de la cire d'abeille, c'est aussi très souvent des choses qu'on retrouve dans les cosmétiques pour faire des baumes, etc. Et puis là, on est sur un produit un tout petit peu plus compliqué, donc il y avait un petit peu plus d'ingrédients, mais globalement, ça reste des choses assez simples, avec toujours comme ingrédients de base des huiles végétales et le gel d'aloe vera. Alors, c'est un déodorant en version de crème. L'ingrédient principal ici, c'est l'huile de coco, que j'aime bien choisir désodoriser parce qu'on n'a pas forcément envie que cette odeur soit trop prononcée. C'est des choses qu'on trouve très facilement aussi en magasin bio ou en produits spécialisés cosmétiques. On avait là-dedans aussi le bicarbonate de soude version cosmétique pour l'aspect assainissant. On avait un petit peu de cire d'abeille pour maintenir le mélange bien stable entre tous les ingrédients. Et puis il y avait un petit peu de fécule de maïs, de la maïzena tout simplement, pour l'aspect un peu buvard du déodorant. Après, au choix, là, on vérifie bien avec les différents participants qu'il n'y a pas de sensibilité, d'allergie, etc. On peut ou pas rajouter des huiles essentielles vraiment très, très mini-dosées. Ce n'est pas une obligation sur ce produit-là et je ne pousse pas du tout à la consommation. Après, c'est le participant qui choisit un petit peu d'aller ou pas, de faire éventuellement un petit test si jamais il a un doute. Mais on voit, c'est très simple, il n'y a que 4 ingrédients et c'est un produit qui marche très très bien et qui est très facile à fabriquer. Alors comment se sont débrouillés les participants ? Plutôt bien, il m'a semblé. Donc les produits étaient réussis et les gens avaient l'air satisfaits. Donc c'est les tests qui diront si tout ça est validé. Les pêcheurs étaient ravis de se retrouver le samedi 11 mars pour l'ouverture officielle de la pêche à la truite. Les poissons de la Selle se sont-ils donné le mot pour donner du fil à retordre aux pêcheurs ? Monsieur Michael Viard nous en dit plus tout de suite. Alors bonjour, aujourd'hui le 11 mars, ouverture nationale de la pêche à la truite. Donc plus d'une centaine de pêcheurs présents au bord de la Selle sur le Cateau et Monté. Et puis du beau temps, qui est une bonne nouvelle pour l'ouverture. Donc aujourd'hui, les pêcheurs ont eu le plaisir d'attraper quelques truites fario qu'ils ont remis à l'eau, donc en pêchant avec des hameçons sans ardillons. Et puis ils ont eu la possibilité d'attraper des truites arc-en-ciel qui ont été remises hier avec la pisciculture de la ferme aquaponique du Cambrésis. Donc des belles truites bio qui sont élevées à Honnecourt. Et puis dans les pêcheurs ont le droit de prélever 4 truites par jour. Donc la pêche elle est cette année à la truite du 11 mars au 17 septembre. Donc on rappelle, c'est 4 truites arc-en-ciel par jour et tous les autres poissons remis à l'eau et pêche sans ardillon. Ah oui, tout à l'heure j'ai croisé un monsieur sur la berge qui me posait la question, peut-on avoir une carte de pêche ? Alors pour aller à la pêche, la première chose à faire c'est déjà avoir une carte de pêche valide. Donc vous pouvez sur le Cateau acheter votre carte de pêche au magasin Le Petit Bouquet. Et après nous avons notre dépositaire en dehors de le Cateau. Donc nous avons un Décathlon Cambrai, le NJ Motoculture à Inchy-Beaumont, ou après chez vous sur internet sur le site www.cartedepêche.fr et vous sélectionnez le Cateau, la sirène. Bon allez, bonne pêche alors. Donc on souhaite une bonne saison de pêche aux pêcheurs. Merci.
Une réunion d'information s'est tenue le 8 mars afin d'informer les riverains de la rue des Hurets concernant les travaux de rénovation du réseau de gaz. Les travaux dureront 4 mois, d'avril à juillet, et auront pour but de refaire le réseau, de le moderniser grâce aux canalisations de gaz naturelles, mais également de le rendre conforme aux nouvelles normes et de le sécuriser. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Bruno Manel. Cartésiennes, cartésiens, bonjour. Aujourd'hui, nous étions réunis au théâtre René Ledieu à la demande de GRDF qui prévoit des travaux dans la rue des Hurets. Donc, nous avons d'un commun accord invité la population de la rue des Hurets pour leur expliquer les travaux qui sont prévus. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Bertrand pour donner plus d'explications sur le chantier. Merci Monsieur Manel. Donc moi je suis Olivier Bertrand, je suis délégué territorial chez GRDF. Nous étions ici ce soir pour présenter des travaux que GRDF va réaliser avec son entreprise prestataire, la société CDH. Alors ce sont des travaux de modernisation et d'amélioration des ouvrages de gaz de la rue des Hurets. Donc ces travaux vont se dérouler en 3 phases. Ils sont programmés du mois d'avril au mois de juillet, jusqu'à fin juillet. Et ils concernent le remplacement de la totalité de la canalisation de gaz naturel de la rue et le renouvellement de 40 branchements, donc l'ensemble des branchements des habitations qui utilisent le gaz naturel. Donc l'objectif c'est vraiment de refaire la totalité du réseau, de le moderniser, de le sécuriser, pour bien entendu avoir un ouvrage complètement conforme et moderne aux dernières technologies et sécurisé, voilà, pour l'ensemble des citoyens de la rue des Hurets. On avait déjà fait ce type de prestation il y a très peu de temps sur la rue de Tupigny, voilà, et donc on continue à investir, sachant que le réseau est non pas la propriété de GRDF, mais la propriété de la collectivité. C'est le patrimoine qui se modernise et qui ainsi est pérennisé pour plusieurs années, pour un bon nombre d'années. Donc on va mettre en place avec les citoyens de la rue des Hurets et les équipes de CDH, on va mettre tout en œuvre pour éviter la gêne, notamment pour les poubelles. On prévoit la prise en compte des poubelles de chaque citoyen à sa porte. On va amener au bout du chantier à chaque fois qu'il y a un ramassage des ordures ménagères. On va faire la même chose un peu pour ce qui concerne le stationnement des citoyens. Donc on va travailler la journée, réouvrir la route à la circulation le soir, et on va demander aux citoyens qui le peuvent de stationner leurs véhicules en dehors de la zone de chantier pendant la journée quand c'est possible. Et on adaptera pour les personnes qui seraient à mobilité réduite ou des personnes qui auraient des rendez-vous médicaux, on fera en sorte d'interrompre le chantier pour les laisser circuler. Alors, suite au chantier de la rue de Tupigny, on connaît l'entreprise qui aura en charge ce chantier. C'est une entreprise qui a une grande souplesse. Ils permettront à tout à chacun de supporter au mieux les nuisances du chantier. Vous vouliez intervenir ? Oui, simplement dire que pour GRDF, la personne qui a en charge l'accompagnement de l'entreprise et le suivi du chantier, c'est Monsieur Fabrice Vignon, et qui peut être amené à intervenir s'il y avait un différend ou une question concernant ce chantier. Donc n'hésitez pas à l'interpeller. Les coordonnées sont sur les courriers qu'on va distribuer dans vos boîtes aux lettres. En vous remerciant, merci à Monsieur le maire, à Monsieur Manel pour leur accueil et la réunion de ce soir. Tout en sachant que les services techniques sont toujours là aussi pour vous accueillir en cas de questions ou de soucis. Les élus cathésiens se sont retrouvés le 11 mars dernier afin de commémorer pour la première fois au Cateau-Cambrésis la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme. Instituée pour commémorer les attentats du 11 mars 2004 à Madrid, la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme a pour but de célébrer la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie ou des êtres chers disparus lors d'actes terroristes, que ceux-ci aient eu lieu en Union européenne ou ailleurs.
Ce jeudi 11 mars, nous organisons pour la première fois au Cateau la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme qui est désormais inscrite dans les commémorations nationales. Cette date du 11 mars est retenue pour une commémoration commune européenne et fait référence à l'attentat commis à la gare d'Atocha à Madrid en 2004. La France a été visée par le terrorisme depuis de longues années, mais ce serait une gageure de vouloir énumérer tous les attentats qui ont eu lieu sur notre sol depuis le XXe siècle, tant ils ont été nombreux. De décrire les moyens utilisés tant ils ont été différents, et de lister les personnes visées tant elles ont été diverses et variées. On a pu noter une recrudescence d'attentats depuis le début de ce XXIe siècle. Plusieurs centaines sont perpétrés chaque année. Les auteurs de ces crimes se revendiquent d'une multitude de mouvements aussi différents les uns des autres. État, FLNC, Action Directe, Front révolutionnaire de tout poil, groupe néo-nazi, État islamique, islamisme radical, mouvement nationaliste, etc. Aucun lieu de notre territoire n'est épargné. Tram, métro, théâtre, salle de concert, enceinte sportive, avenue, etc. Nos militaires et ressortissants français à l'étranger ne sont pas exempts de subir le terrorisme. Quant aux victimes, tuées ou blessées, elles sont innombrables et sont à jamais marquées par cette barbarie ignoble. Nous nous devons de marquer ce devoir de mémoire envers les victimes et leurs familles. C'est pour cela qu'à la demande du président de la République, nous sommes rassemblés aujourd'hui. Ayons aussi une pensée reconnaissante envers tous ceux qui luttent pour assurer notre sécurité et déjouer les tentatives d'attentats terroristes. Ce soir, on sort, bien sûr, on sort, mini-jupe et maquillage, loin, si loin du Moyen-Âge. Ce soir, ensemble, on a gagné, comme quand au bord des falaises, on chantait la Marseillaise. Ce soir, ensemble, on va grandir et s'aimer une fois pour toutes et se le dire coûte que coûte. Ce soir, ensemble, on chante encore. Le conseil d'agglomération de la CA2C s'est déroulé à Neuvilly. Au programme, débat d'orientation budgétaire de la communauté, comme c'est de coutume, 2 mois avant le vote du budget. Bruno Villain et Claude Delcourte se sont rendus sur place. Alors nous sommes ici à Neuvilly où vient de se dérouler le conseil communautaire où nous avons parlé longtemps du débat d'orientation budgétaire. Alors pourquoi ce débat d'orientation est obligatoire ? Alors comme vous venez de le dire, effectivement il est obligatoire, donc il a pour but en fait de discuter des orientations budgétaires de la communauté et il doit être tenu dans un délai de 2 mois précédant le vote du budget. Donc on fait le point sur l'année écoulée, les décisions de l'État, les ressources et finalement en 2022, quels sont les points importants ? Alors en fait, si on devait résumer l'année 2022, on pourrait constater une augmentation à périmètre courant d'environ 12% qui est liée à la compétence transport que nous avons récupérée. Et aussi à périmètre constant, une augmentation de 3% qui est cette fois-ci liée au CIAVED. Alors, CIAVED, c'est pour les ordures. C'est pour les ordures, ça concerne les déchets, tout à fait. Alors quand on voit que la croissance n'est que d'1%, le déficit public du PIB est 5%, tout le monde qui nous regarde sait que les factures d'électricité ont augmenté.
Nous n'allons pas être aidés au niveau de l'électricité. Alors malheureusement, pas beaucoup, puisque effectivement l'État a mis en place des aides. Malheureusement, notre collectivité ne peut pas être éligible aux principales aides. Nous serons éligibles uniquement sur l'éclairage, sur les bâtiments, en fait. Voilà, donc par rapport à l'augmentation, on obtiendra une aide d'environ 85 000 € uniquement pour nos bâtiments. Alors pour 2023, les dépenses globales au niveau de la communauté d'agglo vont représenter à peu près quel montant ? Alors, au niveau des investissements, vous voulez dire ? Donc, notre capacité d'autofinancement nous permet de prévoir des investissements à hauteur d'à peu près 5 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme, tout à fait, avec des investissements récurrents à hauteur de 1 710 000 €. Et puis, c'est vrai que du coup, ça nous permet quand même de faire de beaux projets, de beaux investissements. Alors, isolation d'un bâtiment ? Isolation du bâtiment, du siège à Beauvois, et nous avons aussi mise en place de l'aide également. Alors tout à fait, au niveau des communes de nos territoires avec les fonds de concours, et à ce sujet on a augmenté l'enveloppe des fonds de concours à caractère développement durable pour la plupart de nos communes, justement pour pouvoir faire profiter en tout cas de plus de nos communes à faire de plus de projets en fait sur les caractères développement durable. D'accord. Alors, élément important, donc on a parlé de l'énergie. Au niveau exploitation, compte d'exploitation, quels sont les points importants à préciser à nos téléspectateurs ? On sait que les impôts ils vont augmenter un petit peu. Oui. Apparemment, il y aura une augmentation de plus de 7%. 7,1%, oui, donc tout à fait. Par contre, il n'y a plus de taxes par d'habitation. rapport, alors oui, voilà, tout à fait. Donc cette hausse de 7,1% va se répercuter directement sur nos propriétaires, forcément. Donc ça, c'est pas un bon point. C'est pas un bon point du tout. Alors, bon, donc c'était le gros point, c'est le débat d'orientation budgétaire. Derrière, il y a un vote ou pas ? Alors derrière, il n'y a pas de vote. En fait, c'est comme son nom l'indique, un débat, donc avec éventuellement des questions. Le vote sera fait au niveau du budget, donc lors de la prochaine réunion. Qui aura lieu ? Qui aura lieu le 6 avril. À quel endroit ? Alors, Saint-Hilaire. À Saint-Hilaire, tout à fait, je viens de l'apprendre. Alors, Monsieur le Président, on vient de terminer cette réunion de la communauté d'agglo à Neuvilly. Donc, on a parlé un petit peu du budget. 34 millions d'euros, c'est énorme au niveau de la communauté d'agglo. Comment vous vous débrouillez ? C'est énorme, mais il faut relativiser les choses de la vie. En dépenses d'exploitation, il y a déjà 7 millions d'euros qui sont affectés pour le remboursement au CIAVET de la taxe d'ordures ménagères. 7 millions d'euros. Donc vous enlevez déjà 7 millions d'euros. Il y a les transports scolaires et autres. Puisqu'on est agglo, il y a eu le transfert avec la région. La région vient compenser 95%. Ça fait 3 millions 2, 3 millions 3. Et après, nous avons toutes les cotisations en lieu et place des élus, que ce soit mission locale, pli, pays, voilà. Donc finalement, la marge n'est pas existante. Et en plus, nous reversons aux communes ce que nous disions l'ancienne taxe professionnelle. C'est plus de 14 millions d'euros. Ce qui permet aux communes d'avoir un budget pour régler leurs problèmes. Donc vous calculez en section d'exploitation, réellement, on a des marges relativement étroites. C'est pour ça aussi qu'on pratique vers les communes rurales des fonds de concours qui sont le plus appréciés. Donc c'est surtout pour toutes les petites communes qui n'ont pas forcément les moyens que la communauté d'agglo va les aider. La communauté d'agglo, elle a été fondée par ses principes à son origine pour créer et défendre les communes rurales. Moi, je suis un ardent défenseur des communes rurales parce que je trouve que les communes rurales alimentent les villes, comme le Cateau, et la ville s'enrichit avec les communes rurales. Sinon, vous voyez bien, notre ville, c'est pas la peine d'avoir des complexes sportifs, des équipements si lourds. Donc, on est là pour aider les communes rurales parce qu'avec le temps, les budgets, l'effet masse, quand vous avez, je ne vais pas parler d'Héry, 57 habitants, mais une commune de moins de 1000 habitants, plus souvent maintenant, il y a une équipe municipale, il y a un secrétaire de mairie à mi-temps, point. Avant, la commune rurale avait le droit à ce qu'on appelait des contrats aidés.
avec des financements de l'État. Ça a disparu. Donc heureusement qu'on intervient pour les communes rurales dans ce qu'on appelle, nous, les brigades, brigade verte, brigade du patrimoine, l'électricité. Vous voyez bien la hausse des dépenses d'électricité. Si chaque commune avait subi la hausse des dépenses d'électricité, elles étaient en banqueroute. Là, depuis les transferts de charges, c'est l'agglo qui gère les dépenses d'électricité. Et c'est des sommes conséquentes. Là, il y a une augmentation de combien en électricité pour 2023 à peu près? En dépenses, mais on va l'assumer à peu près 500, 600 000 euros sur notre budget. Mais on va l'assumer parce qu'on a tiré des marges de main-d'œuvre ailleurs et on s'est réorienté. Et on a développé depuis 2-3 ans les LED. Et il nous reste encore une tranche de plus de 700 000 euros pour lequel on demande des subventions spécifiques pour terminer le LED dans toutes nos communes. Mais imaginez-vous, le LED dans les 46 communes, le raccordement à des fermes isolées, ici et là, mais c'est un coût énorme. Et nos 4 gars qui posent les LED, qui ont un service d'astreinte, ils font un boulot énorme. Et une commune rurale ne pourrait pas financer ça. Donc c'est ça la solidarité de l'Interco. Ce qu'il faudra, et je suis conscient, il faudra qu'en termes de com, on dise ce qu'apporte l'Interco aux communes rurales, plus proches des gens. Alors tout n'est pas parfait, mais imaginez ailleurs que ça n'existe pas dans d'autres agglos autour de nous, et je peux vous dire que les communes rurales, elles souffrent énormément. Alors vous avez fait au niveau du bilan un excédent à peu près de 500 000 euros. C'est pas énorme par rapport à l'an. C'est pas énorme avec toutes les contraintes. Mais après, l'excédent, il y a un excédent cumulé. Puis on était dans une année 2022 un peu atypique. C'est-à-dire qu'on a eu une perte des recettes, on a subi les problèmes du Covid, on a renforcé des interventions. La piscine, les travaux de la piscine qui n'étaient pas prévus. Les travaux de la piscine, et puis on a continué à payer la société. Et on n'a pas pu ouvrir. Donc on a perdu des recettes de piscine. Bon, moi je trouve qu'on a fait un très bon exercice en 2022 et que ça nous dégage des marges pour les années à venir avec un excédent reporté de qualité. Très bien. Alors pour 2023, le budget il sera présenté autour du 6 avril. Quels sont les grands axes ? Les grands axes, ils ont un peu été dévoilés dans le débat d'orientation budgétaire. Il y a quand même une politique d'investissement tournée vers nos salariés pour équiper ces brigades vertes, brigades du patrimoine, c'est consistant. On va racheter un nouveau tracteur, etc. On va racheter du matériel, il y en a un peu plus pour 200 000. On va augmenter les dotations communes rurales. On rajoute 100 000 euros sur les volets de développement durable, aménagement, et on va réaliser des projets structurants. Structurants et lourds, c'est-à-dire qu'on va réhabiliter tout le système électrique, ce que j'expliquais, pour demain faire des économies, pour ne pas subir cette hausse de dépenses énergétiques. Et sur notre siège comme ailleurs, on va lancer des études et faire des travaux pour avoir de l'économie d'énergie. On est comme le citoyen, comme la ville, on essaye d'optimiser. Et puis on a des projets qui vont aboutir, comme la maison forestière à Ors, qu'on va ouvrir le 1er avril, et j'espère que je viendrai faire un reportage spécifique un peu avant à Beffroi Vision. Et puis on a les crèches, on a les garderies qu'il faut encore investir, soutenir financièrement. Vous voyez, c'est très vaste. On parle des piscines. Les piscines, on le savait qu'on est déficitaire. Une piscine ne peut jamais être excédentaire. Mais est-ce qu'il fallait refuser aux communes rurales et aux citoyens du monde rural le recours à la natation ? Est-ce qu'il fallait refuser d'aménager la fibre optique ? Ça nous a coûté 1,5 million de financement sur fonds propres. Mais toutes nos communes, tous nos villages ont la fibre optique. Demain, quelqu'un qui veut venir chez nous, bon, pour les plus jeunes, c'est indispensable, il l'a. Et là, c'est un enjeu fort d'équilibre du territoire. Bon, donc beaucoup de bons projets. On se donne rendez-vous au mois d'avril pour regarder le budget un peu plus près. Exactement, avec des montants plus précis. Et puis pour dire aussi qu'on est en train de mener une réflexion globale avec les 46 maires pour un projet de territoire qui permettra d'ici la fin de l'année de définir encore une stratégie d'avenir, de collaboration au mieux des intérêts, non pas des communes, mais des habitants. Voilà, mais on ne pourra pas résoudre tous les problèmes de la société. Ce que vous subissez chez vous, l'inflation, la hausse des prix, on va arriver à plus de 15%.
les dépenses électricité, nous, on les subit. La hausse des salaires qui sont justifiés dans la fonction publique, on les subit. Et puis, on travaille aussi avec du personnel qui est quelquefois vieillissant, qui a des problèmes de santé. Et c'est comme dans toute société, il faut qu'on soit solidaire et qu'on arrive à aboutir à un contrat où on vit mieux encore ensemble dans nos communes rurales. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Souvenez-vous, il y a 20 ans, édition mars 2023, les archives de Beffroi Vision vous replongent 20 ans en arrière, le 1er mars 2003 plus précisément, lors du repas annuel du club de basket. Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous. Repas annuel du club de basket. L'occasion d'un bilan, les résultats sont excellents. Bien, bonsoir. Écoutez, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de réunir toute la grande famille de la CJBB. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la CJBB représente 186 licenciés. Concernant le bilan sportif, Jean-Pierre L'Espérance va se faire un plaisir de vous lire ça tout de suite. Et j'en profite pour remercier aujourd'hui toute l'équipe des bénévoles qui a participé au repas, et notamment Monique Dubois, qui est en même temps la trésorière du club. Et je pense que vraiment il y a une superbe équipe à la CJBB, et je pense que sans cette aide de tous ces bénévoles, le club ne serait pas au niveau où il est aujourd'hui. Bon, comme l'a dit le président, la CJBB c'est 186 licenciés répartis en 13 équipes, animée par Karine Bossard qui emploie jeunes au club en tant que directeur sportif. Et elle est aidée par une multitude de bénévoles. Et les résultats sont excellents. Alors la CJBB c'est 13 équipes, une école de basket en cours de labellisation. Et on devrait avoir une bonne nouvelle ces jours-ci. Je pense que la fédération va nous reconnaître l'école de basket nationale. Donc on l'espère. Nous avons 3 arbitres, 3 marqueurs chronométreurs, dont une fille qui fait la table aux professionnels. C'est Isabelle Gaudrelier, qui va assurer la formation dans le Cambrésis maintenant. 3 filles vont partir en stage d'entraîneur. Il y a Séverine, Isabelle et Adeline qui vont partir en stage d'entraîneur au mois d'avril. Il y a 2 garçons qui sont sélectionnés en équipe Benjamin Cambrésis et 7 filles. Et on a eu cette année 2 filles en équipe du Nord et une qui vient d'aller faire un stage de sélection pour entrer au pôle espoir régional. Alors nos jeunes, en mini poussin, ils sont premiers. Donc c'est M. Kenzia qui les entraîne et Véronique Dubois. En poussine, c'est Séverine L'Espérance, ils sont premières également. En benjamin, en département, parce qu'on est seul club du Cambrésis à avoir 2 équipes en département jeunes. C'est Isabelle Gaudrelier, sont 2e les filles. En minime filles, c'est Isabelle. Là, c'est un peu plus dur parce que c'est tous des débutants. Les filles B, entraînées par M. Dordain, sont 2e et vont faire la phase finale, certainement pour la montée. Les filles entraînées par Karine Bossard sont premières. On risque de monter aussi de division. Les poussins sont 4e, c'est Ludivine Le Sur et Hakim qui les entraînent. Les benjamins sont en départemental également, c'est un peu plus dur pour eux, ils sont 5e. Les mini-garçons sont 2e, c'est M. Jacquemin qui les entraîne. Les cadets sont 5e. Et ils viennent de faire une série de 7 victoires d'affilée. Et si on n'avait pas pris un mauvais départ, on serait bien mieux. Mais enfin, on découvrait la départementale. Les garçons sont B sont 5e et les A sont 3e. Pour nous, c'est formidable. Et maintenant, on ne peut avoir qu'une pensée pour Madame Oquet, qui est la maman d'un cadet de chez nous. Donc encore merci, je dirais, à tous les bénévoles de la CJBB, qui sans eux, je le répète encore une fois, le club ne serait pas au niveau où il est aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Et maintenant, place aux brèves. Portes ouvertes à l'école Saint-Joseph, le samedi 25 mars, de 10h à midi. Un jeu de piste vous attend afin de vous faire découvrir l'école. Le casting de la 18e saison de La France a un incroyable talent est officiellement lancé. L'incroyable talent 2023 sera peut-être originaire de la région Hauts-de-France. Qui sait ? Chanteurs, danseurs, humoristes, magiciens, artistes circassiens, danseurs ou artistes aux facultés étonnantes, nos équipes sont à la recherche de pépites partout en France. Amateurs, professionnels, seuls ou en groupe, tout le monde peut tenter sa chance. Pour participer à la présélection, rien de plus simple. Il suffit de contacter Élodie au 01 46 62 39 94 ou par mail elodie.toutblanc@fremantle.com.
Quant à moi, j'étais ravie de présenter ce journal en votre compagnie. N'hésitez pas à nous retrouver comme toujours sur nos réseaux sociaux, notre site officiel et notre page Facebook Beffroi Vision, ainsi qu'à visionner cette édition sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.